merci. Et on va donc commencer. Elle était très bonne. Elle était très bonne. Elle est très bonne. Est-ce que tu critiques toujours mon sens de l'humour? Non, mais celle-là, je l'apprécie beaucoup, je la ressortirai. Je la réutiliserai, Pierre, et peut-être même quand je la ressortirai, je te citerai. Non, ne fais pas ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'on doit pouvoir commencer. Je ne vois pas parmi les participants le groupe qui apparaît en général sous le nom de Serge, mais je suppose qu'ils vont soit nous rejoindre rapidement, soit que les gens se sont répartis sur leurs ordinateurs personnels. Donc, je vous propose que nous commencions sans plus tarder la session d'aujourd'hui, qui va toucher à la modélisation et la précision des prévisions. On va travailler un peu sur Excel. C'est pas forcément le plus simple ni le plus rigolo, mais c'est très utile. Donc, je suppose que ça nous servira à tous de pouvoir faire cela. Mais pour commencer, on va faire rapidement l'introduction et la revue de ce qui s'est passé cette semaine. Hein. Bon, ça, je ne vous présente pas de plus l'introduction à la séance du jour. Hein. Voilà, on l'a dit, les diverses méthodes sur Excel et la manière dont on intervient. Voilà un peu juste rapidement un état des lieux hein, en termes de progression. Donc voilà, bravo. Il y en a qui sont vraiment en ligne, là, on les voit, hein, sur le progrès, la progression idéale. Donc bravo. C'est pas mal, hein? C'est bien, vraiment. Il y a toute une grosse partie là du groupe qui est bien avancé, qui est bien lancé. Et puis même ceux qui sont un peu en retard, c'est quand même tout à fait gérable. Hein. On est encore bien dans le gérable. Il y a 2 personnes qui n'ont pas commencé. Hein. Donc Élie Antoine et Josépha, on vous engage à commencer le plus rapidement possible parce que sinon après pour rattraper. Ah, c'est compliqué. Donc, on sait que vous avez des missions, il y a du travail à côté. Bon, c'est pas comme si jamais vous aviez que ça à faire. Hein. Ça, on en est bien conscient. Mais quand même, je vous engage à ne pas tarder et surtout de garder la régularité. Hein. C'est vraiment la régularité qui permet de venir à bout hein, de ce cours sur un mois. On sait que c'est court, mais vraiment, voilà, on vous engage à vous y tenir. On va regarder un peu les résultats que vous nous avez fait cette semaine, que vous nous avez proposés. Et je te propose, Pierre, hein, parce que je sais que toi, ce sont des sujets qui sont chers à ton cœur, de prendre… Tout est cher, Gilles, tout est cher ces jours-ci. Tout est cher, il y a l'inflation partout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, écoute, je te laisse sur ces diagrammes. D'accord, très bien. Alors, pourquoi Gilles se moque de moi et me taquine? Parce que je suis un fervent artisan de ce qu'on appelle la cartographie des flux de produits, d'informations et d'argent. Ce sont des flux qui sont à la fois remontants et descendants, comme on a expliqué la dernière fois, et c'est très important, terme qu'utilise beaucoup Gilles, c'est très important, c'est très informant, je dirais, pour être plus précis que Gilles. Je te taquine. De pouvoir cartographier et identifier ces flux parce que souvent, ils sont à la fois le symptôme et à la fois la cause fondamentale des problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Donc, les identifier, les cartographier, on a développé cette idée dans ce cours de manière à ce que vous vous rendiez compte de ce qui se passe dans votre pays, à Madagascar. Ici, nous avons Patricia qui, il y a 2 ou 3 cartographies qui ont été faites et qui étaient assez bonnes, qui nous a fait un flux, une cartographie avec en noir le flux du produit, en vert le flux d'information et en orange le flux d'argent. Donc, on voit que le flux d'informations remonte globalement du patient vers le ministère de la Santé publique. Alors, en fait,
idéalement, il ne faut pas parler du ministère parce que le ministère, c'est 5000 personnes. On peut être plus précis, n'est-ce pas? Donc, ce qui est sûr, c'est que l'information s'arrête à l'agence de médicaments et à la centrale d'achat et va plus loin, va dans le domaine externe, c'est-à-dire aux fabricants, n'est-ce pas? Il va aussi au dépôt de médicaments, aux officines et aux grossistes. Qu'est-ce que c'est qu'un flux d'information? C'est un bon de commande ou c'est un rapport, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez un flux d'argent. Effectivement, la centrale d'achat achète aux fabricants, les grossistes pharmaceutiques, les grossistes répartiteurs achètent aux fabricants, et ensuite, les patients, pour les produits médicaments essentiels, il y a un système de recouvrement de coûts qui fait que l'argent remonte des patients vers les officines et vers les dépôts de médicaments, va aux grossistes pharmaceutiques et ainsi aux fabricants, et la même chose au niveau du central d'achat, avec différents niveaux intermédiaires qui ont chacun une marge, n'est-ce pas? On en a parlé la dernière fois. Et donc, le flux de produits, c'est un flux descendant. Il va des fabricants à la centrale d'achat et aux grossistes. Il va des grossistes au niveau du dépôt, du niveau central, et puis ensuite au niveau intermédiaire. Et c'est la même chose au niveau dans la verticalisation de ce qui est public, c'est-à-dire les formations sanitaires, le niveau intermédiaire, les CSB et les patients. Donc, c'est très bien représenté. On s'aperçoit qu'il y a, pour ce qui est de la droite, c'est-à-dire la centrale d'achat, on voit qu'il y a quelquefois un niveau, pour moi, les CHU, c'est le niveau périphérique dans le sens où, après le périphérique, il y a le patient. Donc ici, il n'y a pas d'intermédiaire, alors que un peu plus à gauche, on a les distributeurs et ensuite les centres hospitaliers de district, -1, et ensuite les patients. On a les pharmacom et ensuite les CSB qui va aux patients. Donc, on a des intermédiaires et sachez que chaque intermédiaire peut apporter de la valeur, mais peut aussi apporter un coût supplémentaire que le patient aura. Donc, idéalement, on veut avoir quelque chose avec le minimum d'intermédiaires et on peut décorréler le flux de produits avec le flux d'argent et le flux d'informations. C'est ce genre de réforme qui a été fait dans un certain nombre de pays de manière à alléger la structure, mais c'est une décision politique. Voilà, bravo à Patricia qui, à mon avis, a fait un bon boulot ici. On a ensuite quelqu'un qui a fait ça, non pas à la main, mais d'une manière informatisée, c'est encore chouette. C'est Enogo Lovatiana. Je pense que c'est une dame. Et elle a fait aussi un flux d'informations en rouge, un flux de produits en bleu et un flux d'argent. Je crois que c'est plus ou moins la même chose, avec probablement, mais c'est plus détaillé puisqu'on a la DPLMT, on a le PEV, on a la SR qui est la santé de la reproduction, j'imagine, la DPSI, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une DLMT qui est programme VIH, palu et tuberculose. Donc, c'est bien vu, bien expliqué. Maintenant, effectivement, il y en a un troisième qui est Mamie. Alors, c'est un peu plus, c'est moins aussi précis, mais on a la même chose, on a les bénéficiaires en bas, on a stockage au niveau des pharmacom, on a les formations sanitaires de différents niveaux, et ensuite on a à gauche des informations bons de commande, structure sanitaire, stockage périphérique. Je ne vois pas ce qu'il y a marqué à gauche, à main gauche, fabriqué.
approvisionné. Voilà, parce qu'il y a des pavés, il y a des cellules et ce n'est pas des entités, ça peut être aussi des activités. Fabriquer, approvisionner, je ne sais pas si tu vois mieux. L'action activée concerne d'une part le flux des intrants de santé en rapport avec la traçabilité des intrants de santé et le flux d'informations ascendantes sur la qualité des données, validité de commande et complétude et promptitude des données. Il faut que tu retires ton micro. Sur la gauche, tu as planification, approvisionner, fabriquer, livrer, quoi. Donc, voilà, ça, c'est Ok. la chaîne descendante des différentes activités. Mais tout ça, c'est bien pour identifier comment le bas blesse. Et souvent, on peut rencontrer que le flux d'informations descendant, remontant n'est pas bon. Ça veut dire que le flux descendant de produits n'est pas adéquat, il n'est pas complet et il n'est pas au bon moment. Ensuite, la raison pour laquelle une CSB ne livre, pardon, un pharmacom ne livre pas au CSB, c'est que le CSB n'a plus d'argent. Donc, le flux d'argent est tari. Vous voyez ce genre de choses. Donc, c'est très informatif de faire ça. Et si, puisque à Madagascar, il y a le développement du plan stratégique de la chaîne d'approvisionnement. Ma suggestion, c'est exiger ça des consultants. Moi, là, je viens de travailler sur le Niger et je vais travailler sur le Népal. Et c'est une des premières choses qu'on fait. Ça permet de bien cadrer, de savoir les périmètres, de savoir quel support, qui fait quoi. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, ça sera mon dernier point, vous pouvez imaginer que dans un CHU et dans une formation sanitaire, en fait, c'est ici un grand pavé dans la cartographie de Patricia, mais en fait, vous pouvez rentrer plus dans les détails. Parce que dans le CHU, vous avez une salle ou quelquefois un petit dépôt de stockage. Donc, Salama va livrer à la salle de stockage et la salle d'une manière mensuelle ou trimestrielle, et la salle de stockage va livrer la salle de consultation qui soit la maternité, qui peut être la salle de consultation pour la santé de la reproduction, ou qui peut être le centre de dépistage VIH. Et là, vous avez très détaillé un microcosme au niveau micro. Vous avez différents flux sur lesquels il peut y avoir des problèmes, des goulots d'étranglement. Et donc, idéalement, bon, c'est pas vous pouvez améliorer vos cartographies et rentrer dans ce niveau de détail. Et ensuite, vous pouvez rajouter aussi la destruction des produits, notamment les produits gâtés, les produits qui ont dépassé la date de péremption, comment ils sont détruits. Donc, ça veut dire que le flux de produits part par l'incinérateur. Donc, c'est vachement intéressant de faire ça. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Gilles, est-ce que tu veux qu'on demande à quelqu'un de réagir? Est-ce qu'on a le temps? Oui, bien sûr, on peut donner la parole à quelqu'un si quelqu'un souhaite commenter sur ce qui a été dit, ou peut-être une des personnes qui a fait dont les schémas étaient présentés, ou peut-être une personne dont le schéma n'a pas été présenté, qui veulent rajouter quelque chose. N'hésitez pas. Levez la main si vous voulez dire quelque chose. Non, pas de commentaires aujourd'hui. Oh, quand même, un peu. Il faut entendre le son de votre voix. Juste, oui, pour dire quand même, ce genre de travail, ce qui est intéressant souvent, c'est de le faire de manière collaborative, hein, donc de le faire au travers d'un exercice de groupe où vraiment plusieurs personnes se rencontrent pour avoir différents points de vue, les perspectives des différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement.
Et comme ça permet en effet voilà, d'établir un schéma. Et puis ensuite, après, ça peut servir pour identifier les responsabilités, pour identifier les fonctions qui doivent être faites. On peut même rajouter, quand on regarde l'information, les systèmes d'information, où est-ce que les transferts d'informations vont avoir lieu, où est-ce que les différents systèmes se parlent, quelles sont les interfaces entre les différents systèmes. Sur le flux de produits, ça permet de regarder où est la responsabilité, où est la propriété, où sont les transferts de responsabilité à un moment ou à un autre dans le produit. Ça permet, comme on l'avait dit au début, lors de la dernière session, de faire un lien avec les incoterms. Donc, ce sont vraiment, ça peut paraître juste un petit croquis comme ça, assez simple, mais en fait, si vous faites ça de manière assez poussée, dans le cadre d'une révision de votre chaîne d'approvisionnement, ou en tout cas d'une amélioration de cette chaîne d'approvisionnement, vous avez des opportunités vraiment pour trouver des approches innovantes et des points d'apprentissage. Il y a une main qui s'est levée. Monsieur ou Madame Ramahatra, on vous écoute. C'est Monsieur Ramad. Bonjour Monsieur Rama, on vous écoute. Oui, en fait j'ai juste un commentaire par rapport au ministère de la Santé, au flux d'informations entre le central d'achat et l'agence de médicaments, parce que je pense qu'il y a un flux d'informations qui doivent être, là où la présentation excellente numéro 1, voilà, entre l'agence de médicaments de Madagascar et le central d'achat Salam, il y a un flux d'informations, je pense. Tout à fait. Oui, oui, tout Et à fait. aussi directement entre le CHU et l'agence de médicaments, par exemple, par rapport à la pharmacovigilance qui sera directement liée à l'agence de médicaments. Oui, mais là, vous rentrez dans quelque chose de spécifique, c'est la pharmacovigilance et on n'en tient pas compte. Mais si on voulait avoir une cartographie totalement complète, effectivement, on peut rajouter ça. Mais là, c'est essentiellement les produits. Oui, c'est l'approvisionnement. C'est la chaîne d'approvisionnement plus que le système de santé, en fait, c'est vrai. Hein. Mais vous avez raison, hein, c'est toujours pareil, c'est une question de limite. Où est-ce qu'on met la limite? Donc, en effet, on peut penser que même dans le système d'approvisionnement, il y a besoin de ces informations-là. Est-ce qu'on a quelqu'un de Salama? Je voulais rajouter, Salama, on a la centrale d'achat. Elle a des entrepôts centraux, mais elle a des entrepôts régionaux aussi. Et donc, vous avez un intermédiaire là, non? Qui veut réagir là-dessus? Donc, en fait, normalement, si la centrale d'achat Salama, dans son plan stratégique de développement, c'est comme ça qu'on les appelle, elle devrait faire cette cartographie et expliquer quel est le flux d'informations, quel est le flux d'argent et quel est le flux de produits, parce que dans ces entrepôts centraux, elle a un microflux. Dans ces entrepôts régionaux, elle a un microflux. Et elle a un flux entre l'un et l'autre. Donc, en fait, c'est un segment, c'est un pavé, c'est un cluster. Est-ce qu'il y a un représentant de la Salama ou quelqu'un qui s'y connaît particulièrement qui pourrait commenter, si on a encore le temps? On n'a pas trop de temps non plus. Il n'y a pas de représentant de Salam là maintenant. Mais effectivement, il y a des agences régionaux de la Salam. Donc, vous voyez, on pourrait rajouter ça aussi. Et je crois que dans les 3 présentations, ça n'a pas été si, centrale d'achat, centrale régionale. Alors, en fait, j'imagine qu'il y en a plusieurs hein, ici dans cette… voilà. Mais il aurait fallu les mentionner, les identifier, parce qu'il y a un flux définitivement. OK. Est-ce qu'on s'est tout dit? Bon, on ne s'est certainement pas tout dit, il y a toujours plus à dire, mais on va avancer quand même un petit peu. Rapidement, en regardant un peu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, avant que je redonne la parole à Pierre assez rapidement, parce que on va faire un petit travail sur les 5 pourquoi. Et ça, je sais que encore une fois, bon, comme disait Pierre en est très friand. Mais bon,
Aujourd'hui, cette semaine, donc, il y a eu module 3, module 4. Donc, module 3, les produits dans la chaîne d'approvisionnement. Module 4, la planification de la demande de produits. Et puis, les discussions, donc toujours sommes-nous dans le même bateau, et puis aussi le travail sur la matrice RACI, donc Responsibility, Accountability, Communication et Information, donc qui sont des outils assez importants, assez utiles pour justement quand on veut faire une réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. Avec ces outils-là, si vraiment vous voulez faire un audit, voir une amélioration continue, rentrer dans des processus d'amélioration continue de la chaîne d'approvisionnement, ce sont des choses qui peuvent vraiment vous utiliser, être utiles. Le schéma qu'on a vu, la matrice RACI pour identifier les différentes responsabilités et les différents segments de votre chaîne d'approvisionnement. Et puis, il y a un exercice sur les prévisions et on va travailler là-dessus justement aujourd'hui. Donc, il y avait une discussion aujourd'hui, la discussion de la semaine 2, c'était d'identifier la cause fondamentale. Donc, la quantification peut être problématique à Madagascar. Pourquoi? Pierre, est-ce que tu veux faciliter cette discussion ou tu préfères que je m'en charge comme... Bon. Donc, rapidement, juste, je vous montre le deuxième slide. Il y a 2 slides. On en a parlé rapidement la dernière fois sur comment on travaille sur la cause fondamentale d'identifier les problèmes avec les cinq questions. Ici, on va essayer de travailler avec cette approche assez linéaire, en fait, de la cause fondamentale. Mais on vous montre ici aussi les diagrammes en arête de poisson qui peuvent être utilisés pour des problèmes complexes, où on peut identifier plusieurs causes, plusieurs symptômes sur la même activité. Donc, ce sont des approches. En effet, encore une fois, on va faire ça très rapidement là aujourd'hui pour travailler, pour avancer un peu là-dessus et voir comment ça peut fonctionner. Mais pour voir un peu ce que vous avez à dire. Par contre, j'ai pas la main sur le slide, donc je pense pas qu'on va pouvoir faire ça directement en live. Mais bon. Est-ce que parmi les gens qui sont présents, il y a des gens qui veulent nous dire un peu, qui peuvent nous dire quels sont, à Madagascar particulièrement, les enjeux qui sont liés à la quantification? Est-ce qu'il y a des enjeux qui vous sont visibles pour vous en termes de quantification? Et je vais demander à Priyanka, je vais peut-être partager mon écran, Priyanka, si c'est possible, comme ça sera peut-être plus simple pour pouvoir peut-être prendre des notes au fur et à mesure. On va faire comme ça. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir sur ça? Je vais le faire, Priyanka. Si tu permets, je vais partager l'écran. Ah oui, c'est fait. Merci, Priyanka. Est-ce que certains d'entre vous veulent s'exprimer par rapport à ce sujet? Oui, effectivement. Alors, je vous écoute. Je vous écoute, M. Ramahatra. Oui, en fait, on est habituellement confronté c'est surtout par rapport aux données qui est toujours des fois erroné, non complet. Et c'est par rapport à la qualité des données, en fait, si on résume. Très bien. La qualité des données. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous donner une raison pour laquelle la qualité des données n'est pas satisfaisante?
Qualité des données. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la qualité des données n'est pas satisfaisante? Bon, il y a M. Ramahatra qui est là, il a la main levée, mais s'il y a une autre personne qui veut parler, ça nous fait toujours plaisir d'entendre des sons de voix différents. Les personnels non qualifiés Merci, qui merci. remplissent les données. Merci beaucoup. Merci. Donc là, on commence à toucher à des sujets qui sont très intéressants, hein, parce qu'il y a la qualité des données, ensuite il y a la qualité, la formation du personnel. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent. Derrière cette qualification des saisies des données, est-ce qu'il y a d'autres suggestions, d'autres éléments qui peuvent intervenir? Outils de rapportage inadéquats. Alors, les outils de rapportage. Alors, vous voyez, quand Pierre aborde cette idée d'outils de rapportage utilisateur, on se rend compte que ce n'est pas en fait une cause de là. C'est là qu'on se rend compte que Est-ce que tu le mettrais un tableau chiffre? à plusieurs Voilà. époques. Est-ce que tu mettrais un chiffre ici, là? On peut mettre un chiffre. On peut mettre un chiffre, Pierre. On va mettre 1. Voilà. Là, on va mettre 1. Enfin, on va mettre 2. 1 pour dire que ça est lié au 1. Ensuite, on va mettre quoi? La 2. Outils de rapportage inadéquats, voire même désintégrés. Mais en fait, sauf si je me trompe, hein, Pierre, mais tu n'es pas à Madagascar. Hein. Est-ce que Madagascar me contredit? Non, mais Allez, répondez un peu. D'accord, là, vous êtes 20. je préférerais entendre des voix malgaches Ah, que des voix parisiennes. j'essaie d'amorcer la pompe, là. Que des voix parisiennes. J'essaie d'amorcer la pompe. Merci. Alors, De Madagascar. Madagascar, est-ce que vous nous recevez, Madagascar? Madagascar, est-ce qu'il y a une main qui se lève pour contribuer à ce travail? bah, allez-y, si vous êtes 8, parlez d'une même voix. Sinon, oui, mais même 8 dans la salle, vous pouvez aussi mettre des commentaires dans le. Si vous ne voulez pas parler, vous pouvez utiliser le chat. Hein. Bien qu'on préfère, nous, Louis, hein, de temps en temps que la vue, mais n'hésitez pas à mettre des informations dans le chat. Alors, tu peux mettre qualité des données. Il n'y a pas que la qualité, il y a la promptitude, exactitude et correctitude. Donc, qualité de données. Reprends pour moi, parce que là, exactitude. Correctitude et promptitude. Correctitude. Ouais, j'invente un mot, mais c'est bien. Et promptitude. OK, alors, bon, vous êtes avec Dr. Elie, c'est bien, mais parlez. OK, la cause fondamentale. Si on dit pourquoi l'exactitude, la correctitude et la promptitude ne sont pas bonnes, si on dit pourquoi, vous répondez quoi? Premièrement, qualification des agents de saisie des données. Vous voyez, d'accord. Ensuite, outils informatiques inadéquats, voire désintégrés. Avec un S. Gilles, s'il te plaît. Ensuite, 2.2.
Donc, par exemple, sur le 3, si on veut faire une suite au 2.1, on peut avoir le 3.2.1 qui serait lié à la formation du personnel. Par exemple, outils de gestion et de reportage non disponibles ou non maîtrisés. Voilà, par exemple, voilà. Outils de rapportage. Très bien, merci. Ah, moi, je mettrais à 2.3. Hein. Manque de compétences et de formation. Voilà, on y arrive exactement. Mais ça, Merci. qualification des agents de saisie des données. Qualification et formation. Attends, parce que je vois mes trucs qui ont disparu. Non, ça c'est ton code bancaire. Vous pouvez y aller. C'est vrai, il n'y a rien. Et ça, Gilles, ça c'est 2.2, hein, ce que tu es en train de mettre. Quoi, tu dis ça, toi? Ah ouais, oui. Outils informatiques inadéquats. Non disponible. Tu peux mettre inadéquat, barre et non disponible. Non maîtrisé, ça vient de la qualification. Quand on ne maîtrise pas, on n'est pas qualifié. En effet, c'est une question de formation. Moi, je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant qu'on aille vers la formation, parce que ça montre qu'en effet, au bout du compte, Voilà. j'ai un petit problème avec les copier-coller, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais c'est pas grave. Mais 2.3, etc. Système ici non intégré. Mais ça, c'est déjà, mes amis, c'est déjà écrit, voire désintégré. Manque de compétences et de formation. Là, on est à 2. 2.1, 2.2. Pourquoi la complétude, exactitude, correctitude Alors, tu peux mettre qualification et formation, barre formation. Où ça? 2.1. Non, mais la formation, c'est bien, manque de compétences et de. Ouais, ça serait bien, Mais pour moi, c'est 2.1. Ensuite, on se pose la question, pourquoi la qualification n'est pas bonne? Donc, est-ce que je propose de mettre 2.1 qualification barre formation des agents de saisie de données? Et il faut mettre qu'elles sont insuffisantes. 2.1. Déjà, je récupère tout ce qu'on nous donne là, comme ça. Je le mets là. Voilà. Et donc voilà, là, j'ai récupéré toutes les informations qui nous ont été données sur le chat. Il y en a qui sont des redites. Hein, oui, mais on va réorganiser. C'est bien de prendre tout ce qui a été dit. Donc, 2 points, qualification des agents, saisie de données. Donc, toi, tu veux mettre manque de compétences et de formation avec le 2 points. Qualification, je mettrai 2.1, qualification et formation insuffisante des agents de saisie des données. Bon, si la qualification est insuffisante, c'est parce que la formation a été insuffisante. Tu mets là, le résultat et la cause dans le même. D'accord, on peut dire 3.1. Voilà, compétences des agents de saisie. Là, je laisse la formation en 3. Voilà. Manque de formation, ici. Manque de formation, voilà, très bien. Voilà. Et, une des raisons de ça, ça peut être… Là, on est en train de parler avec Pierre, mais il faut nous dire, hein, si jamais vous n'êtes pas satisfait de la manière dont on analyse les données que vous nous avez données ou dont on organise les données que vous nous avez données, il faut nous le faire savoir. Les amis, si vous ne parlez pas, nous, on parle. Hein. Surtout moi. Manque de formation, rôle non clarifié, rôle des agents de saisie non clair, absence de clarté. Moi, je pense que c'est lié à 2.1. Rôle et responsabilité, rôle et responsabilité pas assez clair des agents de saisie. Et là Pierre, tu fais des… Bon, je ça ne vient pas, tu supputes, exactement. Ça ne nous a pas été transmis par… Mais j'aime bien supputer. Je suppute plusieurs fois par jour. On va pas de toute manière refaire tout le truc. C'est que ce qui est important de montrer, c'est qu'il y a un processus et il y a un résultat. Et le processus, c'est un processus comme on l'a fait là, avec des idées qu'on essaie d'organiser. L'important, c'est de construire un narratif qui explique
une situation. Et en effet, là, on commence à arriver à des enjeux, au bout de la troisième cause, qui sont le manque de formation. Puis là, on commence à parler la non-disponibilité des fonds. Donc, on commence à avoir une idée sur des ressources. Donc, on part d'un problème où, en effet, on était, bon, voilà, la qualité des données n'est pas bonne, ce qui implique les problèmes sur la quantification, mais on se rend compte que derrière, il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux sur les ressources humaines, sur les ressources financières. Et c'est comme ça qu'on peut arriver, en effet, à mieux analyser, mieux utiliser, mieux comprendre ce système de valeurs. Donc, on va pas aller comme ça jusqu'au bout, hein. Juste encore une fois, là, on l'a fait avec des 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.2, 3.4. On aurait pu le faire aussi avec cette autre manière, hein, de présenter les choses, avec en effet, voilà, les arêtes de poisson, cause 1A, cause 1B, puis on va développer avec peut-être une cause personnelle, une cause outil, une cause ressources financières. Et comme ça, on peut avoir un arbre qui va nous amener à avoir à la fin des causes premières. Fondamentales. Des causes fondamentales, merci Pierre. Voilà. Je crois que la cause Et fondamentale, cause, on le sait. Et pourquoi c'est important? Parce que traiter le symptôme, on est en santé publique, ça n'a aucun intérêt. Traiter une cause intermédiaire, ça n'a aucun intérêt. Ça dépend. Si le symptôme est tellement handicapant qu'il empêche, voilà, ça peut faire du bien de traiter momentanément un symptôme, mais il faut s'attaquer à la source du problème de toute manière. Voilà. Exactement. Alors, on peut dire, on peut me donner du paracétamol, mais ça va pas, ici, on ne traite pas le cancer, l'ulcère à l'estomac, ben, la douleur va revenir. On est bien dans ce processus. On est en train de développer un cours particulier là-dessus parce que pour Gilles, Sanjay et moi, c'est en fait, c'est ça la chaîne d'approvisionnement. Si on ne traite pas ces problèmes, ils vont revenir. À toi, Gilles. Merci Pierre, merci à toutes et à tous. Bon, si vous voulez rajouter à un moment ou à un autre, hein, des éléments sur ce qu'on a discuté, n'hésitez pas. Vous serez toujours les bienvenus. Donc, le processus de quantification. Donc voilà, on voit les 4 étapes, hein, du processus de quantification. Donc, première étape qui est de développer en effet une méthodologie et de collecter les données. Cette étape, elle inclut en effet d'avoir un objectif à quoi on essaye de répondre et de mettre une stratégie en fait. Hein, on parle de méthodologie, mais c'est une stratégie pour savoir comment on va collecter les données, comment on va les analyser, où est-ce qu'on va les trouver, comment on va les organiser pour aider à la prise de décision, qui va être impliqué dans cette prise de décision. Donc, il y a vraiment tout un travail de préparation méthodologique du processus de quantification qui va être mis en place. La deuxième étape, hein, c'est juste une petite remarque, hein, là, il y a une petite étoile qui dit qu'on parle des objectifs du cycle d'achat, importation, donc l'ensemble du cycle d'achat, qu'on appelle aussi un cycle d'approvisionnement, et on parle de chaîne d'approvisionnement. Donc c'est vrai que c'est pareil en anglais, hein, on parle de supply chain et on parle de supply. Et souvent, quand on parle de supply de manière indépendante ou d'approvisionnement, on fait référence à toute la partie achat, importation de ce qu'on appelle en fait la chaîne d'approvisionnement. Donc, quand on parle de chaîne d'approvisionnement, c'est un terme très global où approvisionnement va désigner tout depuis le sourcing jusqu'à la distribution. Alors que quand on parle d'approvisionnement, parfois on ne comprend que cette partie, entre guillemets, sourcing, pour prendre un terme anglais, qui est la partie où on va aller acheter les produits et les apporter sur l'importation, par exemple, en général, le segment de la chaîne d'approvisionnement qui va du fournisseur jusqu'à l'entrepôt central. Donc, soyons très attentifs hein, sur ces termes. Quand on parle de chaîne d'approvisionnement, on parle de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Et quand on parle d'approvisionnement seul, on parle souvent que de la partie de sourcing, hein, qui est aller chercher à la source les produits pour les apporter au premier niveau dans un pays,
qui est souvent l'entrepôt central. Donc, voilà, gardons en tête cette subtilité liée à la terminologie. Donc, la première étape, c'est ça, c'est vraiment définir la stratégie du plan d'approvisionnement, la stratégie du plan d'achat, la stratégie de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement qui va permettre d'apporter les produits jusqu'au centre de santé. Ensuite, sur la base de ces objectifs et des données recueillies, il va falloir établir les prévisions. C'est ce sur quoi on va travailler aujourd'hui, les prévisions. C'est-à-dire comment faire un bon prévisionnel des consommations qui vont être nécessaires. Et comme on passe souvent les achats bien longtemps avant la période où ils vont être utilisés, ce travail de prévision est stratégique. Il est très délicat et il comporte des enjeux très, très importants. Si on se plante dans les prévisions, on risque d'avoir des problèmes, en effet, parce qu'on aura soit surcommandé, soit sous-commandé. Et donc, on risque d'avoir un problème pour répondre à la demande, ou bien on risque d'immobiliser des actifs financiers, voire d'avoir à détruire des produits une fois la date de péremption dépassée. Donc, cette étape 2, elle est très, très importante. Je pense que vous l'avez tous vécu. Si vous avez été impliqué dans des processus de quantification et de prévision, vous avez vu qu'à un moment ou à un autre, déterminer les données qu'on va devoir acheter, c'est quelque chose de compliqué. Il y a des décisions qui doivent être prises, des moments où il y a un arbitrage qui doit être fait, tranché entre différentes sources de données, et cet arbitrage est très délicat. Donc, il faut avoir aussi, c'est là aussi où le RACI, le RACI peut être très, très utile sur des processus qui sont compliqués comme cela, pour savoir qui, in fine, a la responsabilité sur les quantités qui vont être commandées. Ensuite, l'étape 3, c'est une fois qu'on a les prévisions, il va falloir organiser le plan d'achat d'importation, donc le plan d'achat, le sourcing, le plan d'approvisionnement, qui est comment on va organiser les ordres d'achat, les lead time, les délais d'approvisionnement, comment tout ça, ça va s'organiser de manière à ce qu'on ait les produits en bonne quantité, au bon endroit, la bonne qualité, au bon moment, afin de pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble du pays. Donc, cette partie-là de planification, elle est très importante. Elle est compliquée aussi parce qu'elle demande à prendre en compte beaucoup de paramètres, savoir combien on peut stocker, est-ce qu'on peut tout commander d'un coup, est-ce qu'il y aura la capacité de stockage localement, est-ce qu'on doit faire des livraisons partielles, pas des livraisons partielles, est-ce qu'il y a des produits qu'on doit prioriser. Et on sait très bien qu'une fois qu'on a fait le plan, il va toujours y avoir beaucoup de choses qui vont revenir en ligne de compte, des appels, des pressions, le gouvernement qui va vouloir mettre l'accent sur tel ou tel bailleur qui va vouloir investir sur telle ou telle maladie qu'il va falloir traiter. Enfin, il peut y avoir énormément de choses qui vont venir perturber ce plan. Mais qu'un plan change, c'est normal, mais ne pas avoir de plan, ce n'est pas possible. Donc, on peut facilement changer un plan si on en a un, mais si on n'en a pas, on est dans le chaos permanent. Donc, cette étape 3 est aussi très, très importante. Et puis, l'étape 4, c'est une fois que tout a été fait, on a fait la prévision, on a fait la planification, on a passé les achats, les commandes, il faut apprendre. Il faut apprendre et tirer les leçons de ce qui a été fait. Et ça, c'est le suivi, évaluation, le monitoring, le pilotage, comme vous voulez l'appeler. Mais c'est vraiment très, très important dans une approche d'apprentissage, mais aussi d'amélioration continue, de savoir comment ça s'est passé une année, pour savoir comment ça va se passer sur l'année suivante et sur l'exercice suivant, et que chaque exercice se réalise dans des meilleures conditions que l'exercice précédent. Donc voilà en gros les 4 grandes étapes du processus de quantification. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, on va vraiment essayer de travailler sur l'étape 2, qui est l'étape de prévision. C'est-à-dire comment on va prévoir les quantités, comment on va prévoir la quantification un peu des produits pour savoir les données qu'il va falloir commander. Sachant que c'est vraiment un moment, quand on est dans un plan comme ça, de commande, de quantification, puis de plan d'achat, d'approvisionnement, on est, je ne veux pas dire, on est pris par le temps. C'est-à-dire qu'on a des délais qu'il faut absolument tenir. Vous ne pouvez pas vous dire j'ai l'éternité pour passer mes commandes, parce qu'en effet, l'éternité, ça arrivera probablement après les périodes où vous avez vos besoins. Donc, vous avez des délais qu'il faut tenir. Et évidemment, quand on fait une prévision sur les quantités de produits, qu'est-ce qu'on veut? On veut être
le plus proche possible de la période où on va les commander. Parce qu'on se dit que plus on est proche de la période, plus on va savoir comment ça se passe. Plus on va voir les évolutions dans le climat, les évolutions dans les tendances démographiques, les évolutions en termes de morbidité, les évolutions. On va voir tout ça, on va pouvoir avoir plus de données et on se dit on va pouvoir avoir plus d'informations pour prendre des décisions pertinentes. Donc, vous allez toujours être pris entre un moment où il y a des deadlines, il faut passer la commande, parce que si on passe la commande plus tard, à cause des lead time, à cause des délais d'approvisionnement, on va être en retard. Et puis, une volonté de toujours retarder au maximum la décision finale pour savoir quelle quantité on va prendre. Et le rôle d'une personne qui est en charge de la supply chain, le rôle d'un logisticien, le rôle d'un professionnel de la supply chain d'approvisionnement, c'est d'arriver à faire respecter ces deadlines. Si on dit il faut qu'on ait toutes les quantités pour pouvoir passer les commandes le 1er janvier, il faut vous assurer que le 1er janvier, vous avez toutes les quantités qui viennent de la part des autorités responsables pour donner ces quantités. Et ça, c'est un travail de communication qui est souvent aussi un travail de rapport de force, parce qu'en tant que responsable achat, en tant que responsable approvisionnement, vous, ce que vous voulez, c'est qu'on vous dise, qu'on vous donne les quantités et le type, bien évidemment, de produits qu'il faut commander. Et de l'autre côté, les personnes qui sont en charge de ça, eux, ce qu'ils veulent, c'est attendre au maximum pour pouvoir prendre une décision finale sur ces quantités. Donc, vous avez un rapport de force qui est très, très important. Et dans la chaîne d'approvisionnement de la santé, une grosse responsabilité des personnes qui sont en charge de cette chaîne d'approvisionnement, c'est de s'assurer qu'on leur donne les données au bon moment. C'est valable pour les responsables en quantité, c'est aussi valable pour les responsables de budget. Parce que si on ne vous donne pas les quantités que vous avez, les prix, les budgets que vous avez pour pouvoir commander, ben c'est la même chose. Vous allez être pris pieds et poings liés. Vous n'allez pas pouvoir passer vos commandes. Il va y avoir des retards en bout de chaîne. Et qu'est-ce qui va se passer à cause des retards en bout de chaîne? On va dire que c'est de votre faute. De certains côtés, on aura tort de dire que c'est de votre faute. Ce n'est pas de votre faute qu'on ne vous a pas donné les informations en amont. Mais de l'autre côté, on aura raison de dire que c'est de votre faute parce que vous auriez dû tout faire pour vous procurer ces informations. Donc là, c'est vraiment, j'insiste un peu sur ce côté-là, je suis désolé, c'est un peu trop long, mais c'est un point très, très important du processus de prévision. C'est-à-dire qu'en tant que responsable achat, en tant que responsable supply chain, votre responsabilité, c'est de vous assurer qu'on vous donne toutes les informations pour pouvoir passer vos commandes en temps et en heure. Et ça veut dire que vous devez maîtriser complètement le planning, la stratégie d'approvisionnement pour pouvoir vous assurer qu'on vous donne ces informations-là au bon moment et que vous les avez obtenues des bonnes personnes. Donc voilà un peu pour ces étapes sur les différents éléments. Donc les données qu'on va faire, qu'on va utiliser, là on va travailler sur un exercice avec plusieurs scénarios pour faire des prévisions. Donc quels sont les différents types de données qu'on va utiliser pour pouvoir faire ces calculs de prévision? Alors on va travailler sur des hypothèses où les données qui nous sont fournies sont des données de consommation. En gros, les données de consommation, c'est les données de l'année précédente ou de l'exercice précédent, où on va voir combien d'un tel produit a été utilisé sur une période. D'accord ? Alors, par exemple, là, on prend l'exemple des vaccins. On va avoir les données de consommation. Il y a eu tant de vaccins qui ont été utilisés sur une période de 12 mois par le passé. Et donc, ça va nous aider, nous, à faire des projections sur les quantités qu'on va commander pour l'année suivante. Sachant qu'il peut y avoir, bien évidemment, de très grands pics. Si vous prenez par exemple les consommations de produits contre la malaria, eh ben, on se rend bien compte qu'il y a des moments où les périodes de saison des pluies, par exemple, il va y avoir beaucoup plus de consommation que les périodes de saison sèche. Donc voilà déjà un premier élément, les données de consommation. Les autres données qu'on va utiliser dans l'exercice qu'on va faire, c'est les données de services médicaux et de consultation. D'accord ? Donc là, on prend l'exemple des contraceptifs, par exemple. S'il y a 600 femmes qui ont consulté pour avoir des contraceptifs oraux lors du dernier trimestre, au niveau d'un centre de santé, eh ben, si on veut projeter pour le prochain trimestre, eh ben, on peut se dire qu'en gros, si on prend 600 femmes comme une référence, on peut peut-être rajouter en termes d'accroissement de population, ce genre de choses. On va augmenter, on va passer 600. Si l'accroissement de population est 5%, 10%, on va rajouter 5-6%. Et on va arriver à un chiffre qui va nous permettre d'envisager à peu près combien de personnes combien de quantités de contraceptifs oraux vont être nécessaires pour la période suivante. Et puis, il y a les données de morbidité.
Donc, les données de morbidité, par exemple, c'est le taux d'incidence du paludisme ou d'une autre maladie. Ça peut être le paludisme, ça peut être la malaria, enfin la malaria, pardon, ça peut être le paludisme, ça peut être, je sais pas moi, le VIH/SIDA, ça peut être d'autres maladies, et de se dire voilà le nombre de personnes qui sont affectées par cette maladie sur une saison, sur un cycle. Donc, on va commander tel type de produit. Donc, voilà les 3 niveaux de données qu'on va utiliser. Encore une fois, en fonction du RACI que vous allez faire, le RACI, cette matrice qui a été présentée dans le cours, où on explique qui est responsable de quoi, qui doit être informé, qui doit collaborer, vous allez voir qui est responsable ou pas responsable de donner ces informations. D'accord ? Donc, si vous êtes responsable sur certains, et parfois sur certains types de produits, ça va être une personne qui est responsable, sur un autre type de produit, ça va être une autre personne qui est responsable. On l'a vu aussi, on a aussi parlé du push-pull, ça peut aussi avoir une incidence là-dessus. Je prends par exemple les produits de malaria. Souvent, les produits de malaria, on se base sur des données de consommation, par exemple. On se dit, chaque année, on consomme tant la malaria. On sait qu'il n'y a pas des grandes variations d'une année sur l'autre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On met… Seulement une saisonnalité. La saisonnalité, mais d'un an sur Annuel. l'autre, annuel, voilà, exactement, il n'y a pas une grande variation, mis à part la saisonnalité au sein d'une même année. Mais d'une année sur l'autre, il n'y a pas forcément une grande variation. Donc, du coup, ce sont des médicaments qu'on peut passer en mode pool. C'est-à-dire que c'est les responsables… Alors, pool, tu peux le dire en français, poussés. Flux poussé ou alors Push, pardon, allocation. encore en mode push. En mode push, pas en mode pool. En mode push, oui. en mode poussé. Donc, on va C'est passer en flux mode tiré. Flux tiré. Voilà, en flux tiré, en flux tendu, flux tiré. Donc, pool, Oui, c'est ça. pool, push. On va le passer en push. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des commandes, des réapprovisionnements qui se font pratiquement de manière pratiquement automatique. Les quantités sont décidées en centrale. On sait qu'on va commander tant X chaque mois ou X chaque année et on relance la commande tous les ans de la même manière. Il n'y a pas besoin d'aller consulter à droite, à gauche pour savoir combien on va commander cette année. C'est toujours les mêmes quantités. Par contre, en effet, si on prend un autre élément, par exemple, comme on va le voir dans le cas, des contraceptifs, des vaccins, par exemple, des vaccins, on l'a vu sur les vaccins, on l'a vu récemment avec le fameux Covid, mais on pourrait le voir avec d'autres choses. Si jamais il y a des incohérences, on va changer, on va devoir varier les quantités. Donc, on va commencer tout de suite avec ce travail. Alors, excuse-moi, juste une petite question. Bianca, est-ce qu'on a… Je vais peut-être ouvrir le dossier. Je n'ai pas ouvert le tableau Excel. Alors, je vais arrêter de partager un instant le temps où… Priyanka, est-ce que tu as ouvert les tableaux Excel pour l'exercice ? Ah, ok, oui. Voilà, si tu les ouvres, je présente l'exercice après, ou bien je vais l'ouvrir moi. Je vais le faire. Ou Pierre, tu veux le faire comme tu veux. Je regarde si je l'ai. Oui, je l'ai ouvert. Tu l'as ouvert ? Tu veux le faire ? Si tu veux le faire, comme ça tu fais le premier, je fais le deuxième. D'accord. Donc, pendant que Pierre ouvre le dossier, je vous présente le scénario. Donc, on va faire un travail d'évaluation, de prévision des quantités. On est dans un scénario où il y a une population de 200 000 personnes dans le district dans lequel on va travailler. Le taux de croissance de la population est de 3,2% chaque année. Donc, une croissance de 3,2%. Le nombre de sous-districts est de 5. Les produits sont en importation complète. Donc, c'est une importation de tous les produits qui vont rentrer viennent de l'étranger. Et l'acteur clé de la chaîne d'approvisionnement, c'est la centrale d'achat. C'est un organisme parapublic sous l'égide du ministère de la Santé. Donc, voilà pour le cas global. Et dans le scénario numéro 1, que Pierre va nous faciliter maintenant. Il y a un produit qui sont des comprimés de ciprofloxacine, 500 mg, qui sont packagés en 10 x 10, 10 x 10. C'est contre la typhoïde, les diarrhées, les infections des voies respiratoires inférieures. C'est un médicament essentiel. Il n'y a pas d'objectif qui va changer d'une année sur l'autre. Donc, on reste sur un flux constant en termes
d'attentes et d'objectifs stratégiques pour ce médicament. C'est financé par le ministère de la Santé via le Fonds renouvelable des médicaments. Et la période de prévision, c'est sur 12 mois. On va utiliser la consommation. Hein, donc, on disait soit la consommation, soit la morbidité, soit les consultations. Dans le cas présent, on va utiliser la consommation mensuelle moyenne pour évaluer les quantités à commander. Donc, j'arrête le partage et Pierre, over to you. C'est ça, c'est moi qui suis en train de partager. Donc, Gilles, c'est Marion, moi je suis la marionnette. On ne te l'avait jamais faite celle-là. Hein. Non, on ne l'a jamais fait. Alors, vous avez en haut, bien entendu, ce que vient de dire Gilles. Et ensuite, est-ce que vous voyez bien? Si vous ne voyez pas très bien, parce que c'est en petit, à ce moment-là, je peux grossir un peu. Écrivez dans le chat. Pardon? Je pense que c'est bien là. OK. Donc, vous avez les périodes qui sont mensuelles, ici à la colonne A. À la colonne B, vous avez données de consommation, nombre de comprimés. Donc, ça va de 8000 à 10 000. Ici, on a un peu une saisonnalité. Ensuite, on a une saisonnalité en septembre. Nous avons une totalité de 213 000 ou 214 000 comprimés. Maintenant, pour convertir cela en paquets, il va falloir diviser par 100. Rappelez-vous que ici, c'est 10 des paquets. Il y a 10 produits, il y a 10 boîtes de 10 comprimés dans 10 paquets secondaires. Donc, 10 fois 10, ça fait bien 100. Donc, il va falloir diviser ça par 100. On a donc le nombre de paquets distribués ici. Et c'est facile puisqu'on divise par 100, on a bien 2139 paquets. Donc, c'est des paquets secondaires. Ensuite, nous allons essayer de nous tourner vers la… Là, c'est la mise en forme et la conversion. Ensuite, on va passer au calcul de la consommation mensuelle moyenne. Nous prenons la somme de ces 12 mois. C'est 12 mois ou 24 mois? Oui, 12 mois, de janvier à décembre 2018. Non, c'est 24 mois. Et donc, on divise par 24, durée de la période. La période est bien 24 mois et on divise la somme totale. On arrive avec une consommation mensuelle moyenne de 89, n'est-ce pas? C'est bien ça. Maintenant, rappelez-vous, la prévision, elle doit être ajustée d'une augmentation de la population. La population augmente de 3,2. Donc, c'est-à-dire qu'à 89, on va ajouter 3,2%. Nous atteignons donc 92. C'est la consommation mensuelle moyenne ajustée. Et donc, pour trouver les 12 prochains mois, c'est-à-dire de janvier 2019 à décembre 2019, on multiplie 92 par 12. Nous atteignons donc 1140. Alors, une manière de contrôler ça, et là je dépasse un peu le sujet, c'est on divise 2139 par 2. Non, en fait, idéalement, on va faire la somme de janvier à décembre. Hop. On est à 1080 et ensuite on fait la même chose ici. Donc on voit bien, vous voyez, la somme de 2017, la somme de 2018. On voit bien qu'on passe de 1060 à 1080 ou 59, 1080, et on passe à 1104.
On voit bien une évolution, ça a du sens. Si c'était moins, c'est-à-dire qu'on avait 900, on se serait dit, il y a un problème. Donc, je vous parle de ce scénario numéro 1 au sujet de la consommation, la quantification en utilisant un historique de consommation moyenne mensuelle, mais qu'on ajuste, puisqu'il y a une hypothèse qui change. On travaille avec des populations, il y a une augmentation de la population. Dans ce cas de figure, au Japon, c'est une diminution. Dans beaucoup de pays, ce sont des diminutions. Voici la première méthode et voici une manière de le contrôler. À toi, Gilles, pour le scénario numéro 2. On fait comme ça. Merci, Pierre. À moins qu'il y ait des questions brûlantes sur ce sujet-là. Voilà, bon, vous allez voir. Hein. Bon, ces fichiers ont été partagés par Priyanka. Hein. Donc vraiment, moi, je vous engage à les regarder, à les travailler, à les triturer d'une certaine manière, hein, parce que il est vraiment très très important pour tout le monde, hein, de pouvoir travailler sur ces sujets. Hein, c'est très très important, et de pouvoir maîtriser le dossier, le fichier Excel. On le dit souvent, Excel, c'est un outil très puissant, un outil très puissant. Donc vraiment, travailler sur Excel, pouvoir faire ces calculs-là sur Excel sont très importants. En l'occurrence, là, Pierre, tu nous as conduit, tu nous as facilité l'utilisation de la consommation moyenne mensuelle. Hein, et donc, la consommation moyenne mensuelle, c'est une donnée qui peut être utile pour, en effet, prévoir les besoins d'un produit dans un centre de santé, hein, donc à un niveau assez local. Hein, ça permet d'avoir une vision. Si on va l'agglomérer à un niveau trop large, on risque de perdre une certaine subtilité entre différents niveaux, peut-être. Ça peut permettre de calculer les mois de stock disponibles dans un centre ou dans un entrepôt. En effet, si vous reste un stock, la consommation moyenne mensuelle vous permet de projeter le stock qui vous reste sur les mois à venir et vous dire est-ce que je vais en avoir assez pour les mois suivants. Et puis, lorsque la consommation, c'est utile quand la consommation de ces médicaments est stable, non saisonnale, on dit. En effet, utiliser les consommations passées pour projeter dans les mois à venir. Si vous avez une forte saisonnalité, voire une forte variation d'une année sur l'autre, eh ben, ça ne va pas fonctionner parce qu'il va y avoir trop de changements. Si vous passez vos commandes tous les 6 mois, par exemple, si en effet il y a des pics tous les 3 mois, vous risquez de perdre certaines informations, vous risquez de ne pas être en phase. Hein. Donc en effet, cette idée, cet outil que nous a présenté, qui est encore une fois disponible, hein, sur le fichier Excel qu'on vous a partagé, c'est quelque chose à travailler et à utiliser. Il y avait je ne sais pas si on avait prévu un sondage. Priyanka, est-ce que le sondage est prêt pour savoir si jamais les gens utilisaient la consommation moyenne mensuelle dans le passé ou pas? Non, bon, si vous avez des commentaires particuliers, un retour d'expérience pour avoir utilisé ça, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat, nous dire voilà, utilisez le chat, hein, pour répondre plutôt qu'un sondage, pour nous dire voilà comment. Il n'y a pas de sondage. Oui. Merci. Non, mais mettez dans le chat. Et puis peut-être si vous avez des questions, des réponses sur cet outil particulièrement, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez partager avec nous, ou des expériences? Je ne sais pas, à Madagascar, est-ce que vous utilisez parfois cette consommation moyenne mensuelle pour prévoir des achats, prévoir des réapprovisionnements? Bon, allez sur le chat, levez la main si vous voulez. En attendant, on avance sur le scénario numéro 2. Et puis, si vous voulez, on regroupera tout ça dans une seule session de questions-réponses. Donc, le scénario numéro 2, je vois juste avant là on utilise la CMM. Bon, très bien. Très bien. Peut-être vous voulez nous dire, Dr Rotsi, peut-être vous voulez nous dire dans quelles conditions exactement vous utilisez la CMM. Est-ce qu'il y a des conditions particulières dans lesquelles vous l'utilisez? CMM 92 répond à CMM projeté au lieu de CMM projeté. Je ne vois pas la différence.
Mais peut-être, bon, si quelqu'un veut expliquer un peu comment vous le faites, dans quelles conditions, ça nous intéresse hein, de savoir comment ça fonctionne. Avant qu'on passe au scénario 2, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour développer un peu là-dessus? Bon. On va avancer et puis vraiment, on va prendre un peu de temps pour les questions-réponses juste après. Donc, juste le scénario numéro 2. Le scénario numéro 2, il va… Pierre, je te laisse regarder les éléments qui viennent sur la CMM. Et peut-être une fois qu'on a fait le scénario 2, on les reprendra, si tu es d'accord. Et je te laisserai répondre. Donc, le scénario numéro 2, on va parler de la contraception. Et en fait, il y a un objectif de programme dans le cas présent qui veut faire passer la contraception orale à une contraception par injection. Donc, le produit, c'est l'acétate de médroxyprogestérone injectable. Hein, c'est un produit de substitution donc pour remplacer les préservatifs oraux, hein, la pilule. La taille du paquet, c'est 24 fois 1, donc 24 seringues pré-remplies. C'est pour la contraception. Il faut une injection tous les 3 mois, hein, 12 à 13 semaines. C'est un programme de planification familiale. Et comme ce produit s'est avéré plus efficace, la directive du ministère de Santé est de faire passer 50 à 60% des femmes qui sont actuellement sous contraceptifs oraux à un régime par injection. Et donc, il y a un plaidoyer qui a été mis en place dans le district. Hein, on est toujours dans le même district. C'est sous l'égide du ministère de la Santé et de l'UNFPA. Et on va faire une prévision sur 12 mois. Donc, on va prévoir les besoins de produits en utilisant, cette fois-ci, non plus les données de consommation, mais les données d'actes médicaux et d'intervention. Donc, on va travailler tout au cours du projet sur ce qu'on appelle un couple année de protection. Oh, pardon. Pardon, ouais, vas-y Pierre. Non. Donc, le couple année… Attendez, excusez-moi, j'ai un problème de batterie. Je vais recharger ça tout de suite. Couple année de projection. Excusez-moi, je suis en train de recharger mon ordinateur. Couple année de protection, pas de projection. C'est un biais professionnel. Merci. Couple année de protection, qui peut être aussi d'ailleurs… C'est pour ça que tu as beaucoup d'enfants, Gilles. C'est parce que tu pensais que c'était projection et non pas de protection. Merci Pierre, que Dieu nous donne à tous beaucoup d'enfants. Couple année de protection, hein, donc en gros c'est pour savoir, c'est une mesure hein, qu'on utilise, peut-être que vous le connaissez déjà tous, hein, et toutes, pour savoir en effet quelle quantité de méthodes de produits contraceptifs il faut donner à un couple pour leur assurer une protection pendant 1 an. Donc ce qu'on appelle le couple année de protection. Donc comment on calcule le couple année de protection? Il y a différentes méthodes en fonction hein, du type de contraception. Hein, et donc ça va dépendre de pas mal d'éléments, de ce qu'on estime être la consommation, de ce qu'on estime être aussi le risque de gaspillage, de l'efficacité, de la prévention et de pas mal d'estimations comme on va le voir tout de suite. Donc par exemple, si on prend la pilule, c'est assez simple, hein, un couple année de protection, on sait qu'une pilule, ça fonctionne pour un certain nombre de jours par mois qui correspondent au cycle menstruel d'une femme. Et donc, on va donner 15 cycles de pilules pour 1 an. Voilà. 15 cycles de pilules pour 1 an, ça intègre en effet peut-être le fait de perdre quelques pilules, mais ça permet de couvrir pendant 1 an. Et si jamais, par exemple, on est en préservatif, donc si jamais le moyen de contraception, ce n'est plus la pilule, mais c'est le préservatif, eh ben, on va utiliser 120 préservatifs, que ce soit des préservatifs masculins ou des préservatifs féminins. On estime, ne me demandez pas qui a fait cette estimation, et pourquoi et dans quelles conditions, mais on estime qu'en effet, 120 préservatifs, ça permet à un couple hein, de couvrir tous leurs besoins en contraception pendant 1 an. Alors, je ne sais pas si c'est au début du couple ou au début ou à la fin du couple. Hein, ça, pardon, excusez-moi. Donc, voilà un peu ce que c'est que le couple année de protection. Donc, là-dessus, on va rentrer tout de suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, je suppose, on va avancer sur l'exercice. Hein. Il y avait une question, oui, pardon. Dans le cadre de l'acétate
de médroxyprogestérone injectable. Quel serait, selon vous, le couple année de protection? Alors, je reviens aux données. Hein, voilà. Là, on a une injection tous les 3 mois. Donc, quel est, selon vous, le couple année de protection? Mettez-nous les réponses dans le chat ou prenez la parole si vous le souhaitez. 4. Bravo. Noro Assina, je pense qu'en effet, on peut dire que le couple est 4. 3 fois 4, ça fait 12. 12, ça fait bien 12 mois. 12 mois, c'est 12 une semaines. année. Voilà. Ouais. On est bon? Donc, merci à tous et à toutes. En effet, c'est 4, exactement. Donc, on va attaquer tout de suite l'exercice. Hein, on y passe tout de suite, si vous le permettez. Voilà, nous voilà donc dans le scénario 2. Donc, le scénario 2, sur lequel on souhaite travailler actuellement. Donc, on retrouve ici en haut du deuxième onglet que vous avez dans les fichiers qui ont été partagés par Priyanka, les mêmes informations, le nom du produit, le packaging, l'injection une fois toutes les 3 semaines, le type de produit, la planification familiale, les objectifs du programme, le financement, la période de prévision et le district. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données ici? On a les mois sur une première colonne et à droite, on a les consultations. Puisque cette fois-ci, on a dit qu'on utilisait les consultations en centre de santé. Donc, c'est le nombre unique de femmes ayant fréquenté les cliniques pour des contraceptifs oraux. Donc, voilà, on a ce montant-là par mois. D'accord. Et donc, si on prend le total, ici, vous voyez la somme totale 25 116, et on retrouve ici ce chiffre de 25 116. Donc, on a 25 116 femmes qui ont consulté pour avoir des contraceptifs oraux. On veut que 60% de ces femmes passent en contraception par Femmes injection. uniques. Même si les femmes sont toujours uniques, ce sont des femmes uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de duplication. Pardon, Gilles, mais il faut que vous arrêtiez votre partage pour que... Ah bon? Pour que quoi? Ah oui, c'est bon maintenant. C'est bon là ou pas là? Ah oui, c'est bon maintenant. Ok. Je ne vois pas moi ce que je. C'est pas moi en fait. Là on voit toujours Pierre. Là c'est Pierre qu'on voit. C'est ton dossier qu'on voit. Oui, oui. Quel est le problème? Bon, on avance si c'est bon alors. Non, mais c'est ton dossier qu'on voit en fait là Pierre. C'est ton fichier. Oui. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. C'est juste que comme je travaille dessus, Okay. ça me. Ok, avance. J'avance. Donc 25 000. Est-ce que vous voyez bien mon écran là? Ici. Mais qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Non, en fait, Pierre, il faudrait que tu arrêtes. Tu peux arrêter de partager ton écran? Ok. Ça y est. Voilà. Merci. Donc là, c'est bon. Donc, on a bien 25 116 personnes. Si vous regardez ici, c'est bien le chiffre de la totale, 25 116. 25 116, on retrouve bien le nombre. 60% des femmes vont passer, on veut faire passer 60% des femmes en contraception par injection. Et on rajoute une hypothèse. Qui dit que 10% de nouveaux utilisateurs vont venir grâce à la sensibilisation. On se dit que non seulement il y avait 25 116 personnes qui étaient déjà sensibilisées et qui avaient recours à la contraception, mais on se dit que grâce au plaidoyer qu'on va faire pour passer à cette nouvelle mode, et bien sur les 60 000 femmes qui sont âgées de 15 à 49 ans, il y a 60 000 femmes ici qui sont âgées de 15 à 49 ans, on se dit qu'il y a 10% de ces femmes-là, en plus, qui vont avoir recours à la contraception. Donc, on se dit qu'en fait, il va y avoir 60% des femmes qui sont déjà sous contraceptif,
plus 10% de l'ensemble des femmes du district, soit 60 000 personnes, qui vont avoir affaire. Donc, du coup, pour la première année, on va avoir un total de femmes qui vont avoir recours à la contraception par injection qui va être de 21 070. D'accord ? Voilà le calcul qui a été fait. 60% des femmes actuelles, 10% en plus des femmes qui vont y participer, soit un total pour toute l'année de 21 070. Donc 21 070, le couple année de protection, on l'a vu, c'est 4, d'accord ? 21 070 personnes, 4, le nombre de seringues qui va être nécessaire, c'est donc 4 fois 21 070, 84 280. Voilà, qui n'est pas très, très compliqué. Et donc, le nombre de paquets qu'il va falloir commander, eh ben, c'est celui-là. On divise par 24, puisqu'il y a 24 seringues dans un paquet, et on trouve 84 280. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce que, selon vous, il y a des questions particulières sur cet exercice, ou est-ce qu'on aurait pu, par exemple, prendre un autre type d'hypothèse? Merci, Pierre. Qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter pour affiner si on était encore plus sophistiqué que ça dans le calcul? Allez, à vous. Écrivez sur le chat. Allez, les amis, on vous sent un peu timoré, là. Peut-être que ça ne vous inspire pas beaucoup. Bon, enfin, la chaîne d'approvisionnement sans quantification, on ne peut pas trouver ça. Hein. C'est un passage obligé. Alors, on nous demande de revenir sur le calcul. Je sais pas. Est-ce que le calcul est clair? Attends, Gilles. Prenons les choses les unes après les autres. On est là-dessus, là. Quelqu'un veut répondre? S'il vous plaît. Variation saisonnière de quantité distribuée. Pourquoi y aurait-il une variation dans la contraception? Bon, parce qu'en hiver, il fait froid. C'est nul. Non, c'est pas nul, c'est la vérité. Il fait froid en hiver. Bon, après, tu me diras, en été, il fait chaud. Ouais. Ça c'est en Occident, c'est ça. Bon, bref, vous n'avez pas d'autres idées? Hypothèse. En cas de variation saisonnière des quantités distribuées, exemple, lors de remplacement chez des utilisateurs réguliers dans un autre district, il est essentiel de tenir en compte un ajustement par un facteur de conversion. En effet, vous avez raison, hein, on peut imaginer qu'en effet que la conversion ne se fasse pas en effet d'un coup, qu'il va y avoir une saisonnalité dans la conversion. Vous avez tout à fait raison. Et donc, il va y avoir une conversion qui va se faire en effet plus rapidement ou moins rapidement dans certaines parties. Donc, vous avez raison, ne pas shifter. Là, par exemple, on fait une hypothèse, comme si du jour au lendemain, on allait faire la variation au 1er janvier, ça y est, poum, d'un seul coup, les 60% plus les 10% sont passés. Vous avez tout à fait raison, je vous remercie en effet pour cette… Donc en effet, peut-être plus qu'une saisonnalité, une graduation, une variabilité ou une progression, voilà, une progression qui se ferait de manière linéaire et pas d'un seul coup. En effet, très ça, c'est une bonne chose, mais vous voyez, quand on dit qu'il va y avoir il va y avoir 10% de nouvelles utilisatrices, en fait, il faudrait féminiser ça. Il faut toujours raisonner par l'absurde et dire il y en a un certain nombre qui vont laisser tomber. Donc, en fait, quelle autre hypothèse on pourrait rajouter? C'est dire, très bien, combien de pourcents on va perdre? Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 3%? Mais il faut toujours avoir les deux, l'augmentation et la baisse. C'est une autre suggestion, rajoutée comme hypothèse.
des utilisatrices qui vont ne plus utiliser comment on appelle ça, d'injection de contraceptifs. Ça existe et ça doit être, dans cette hypothèse, dans cette quantification. À toi, Gilles. Ok, écoute, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui vient d'être, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc, on va repasser au slide. Le taux de mortalité. Alors oui, en fait, le taux de mortalité, il est pris, le taux de mortalité des femmes. En fait, le taux de mortalité, il est pris dans le taux de croissance normalement. Alors, je ne vais pas me tromper, mais en fait, puisqu'on a ici sur la ligne 9, District 6, une population de 200 000 habitants, un taux de croissance de 3,2%. Donc, dans le taux de croissance, normalement, il y a et le taux de mortalité et le taux de natalité. Donc, on est dans un pays où il y a un taux de natalité plus fort que le taux de mortalité. Et donc, normalement, en effet, on peut… Après, vous me direz que le taux de croissance, c'est pas forcément, ça ne reflète pas exactement le taux de passage des femmes en âge de procréer, aux femmes, des jeunes filles au statut de femme en âge de procréer. Donc, en effet, il y a probablement des petits délais. Voilà. Mais tout ça, en effet, c'est des choses qui se discutent, des critères qui doivent être pris en compte et que une des forces d'Excel et des tableaux qu'on vous présente ici, cette capacité à prendre en compte et à intégrer comme ça assez facilement différentes hypothèses. Donc, dans le tableau qu'on a partagé, il y a différents scénarios qui sont repris en général en haut, un truc. Donc, parfois, là, par exemple, avec l'utilisation des données qui sont cette fois-ci les données de population, voilà. Donc, et puis après, encore une autre façon de calculer la moyenne mensuelle ajustée. Donc, tous ces éléments-là, vous les avez dans ce dossier. Vraiment, il y a quelque chose qui aide énormément là-dessus, c'est l'utilisation des fonctions. Là, il y a une fonction qui est la fonction somme, donc c'est quand même une fonction assez simple à utiliser. Mais quand on va rentrer, par exemple, dans le scénario 4, il y a la fonction tendance qui est utilisée. La fonction tendance, elle permet de reprendre la moyenne, mais en l'ajustant, en tenant compte des écarts types qu'il peut y avoir. On ne va pas faire l'exercice cette fois-ci, mais il est bon que vous sachiez que, en effet, c'est disponible pour vous dans cet outil. Donc, quand est-ce qu'on utilise ce type d'informations, donc les informations liées à la consultation, quand on n'a pas d'informations de consommation, par exemple, puisqu'il s'agit d'un nouveau produit. C'est un nouveau produit qui est lancé sur le marché, donc on est obligé de faire des estimations et on ne peut pas utiliser les données de consommation puisqu'il n'a jamais été consommé. Et puis, on n'a pas non plus de données d'approvisionnement qui sont existantes. On n'a jamais acheté ce produit-là. C'est la première fois, on le lance sur le marché. Donc, en effet, il y a des informations qui doivent être prises en compte. Voilà, on peut prendre un petit temps de questions-réponses. Pierre, je ne sais pas sur la CMM s'il y avait eu des questions sur le chat. Je n'ai pas eu le temps de lire le chat pendant que je faisais le truc. On va voir si elle s'exprime là. Est-ce qu'il y a des questions, des points? N'hésitez pas à prendre la parole. Encore une fois, on est friand d'entendre. Pourquoi avons-nous choisi 10% de nouveaux utilisateurs? C'est un exemple comme un autre. Si vous voulez essayer avec 20 ou 30 ou 40 ou 50. C'est vraiment une estimation, voilà, c'est un exercice. Il fallait ça, faire c'est une décision programmatique. Allez, il ne nous reste plus qu'une demi-heure. D'autres réactions, s'il vous plaît. Non? Rien? Non, je ne crois pas. Gilles, on doit trop parler là. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème, on va continuer. Ah ben si on fait le scénario 3, excusez-moi, je croyais qu'on ne faisait pas le scénario 3 aujourd'hui. Pierre, tu veux faire le scénario 3? D'accord. Alors, le scénario 3, ici, vous avez compris qu'il y avait une graduation, qu'on complexifie l'exercice. Ici, on parle de Cipro Flow
Xaxine de 500 mg. On reprend globalement le scénario numéro 1, mais on utilise une autre fonction. Maintenant, les hypothèses, Mamie, les hypothèses, c'est qu'on a pris 10%, on aurait pu prendre 15, on aurait pu prendre 20. L'idée, c'est d'utiliser un exemple. Donc ici, on utilise l'exemple numéro 1, le scénario numéro 1, mais on reprend le scénario numéro 1, mais par contre, on utilise d'autres fonctions. Et voici, donc je vais partager mon écran, partager l'écran, partager. Donc, scénario numéro 3, bah, enfin, Gilles. Quoi? Il y a un problème là. Scénario numéro 3, c'est ça? C'est l'AL, ouais, Artemer luméfantrine. Ouais. Bon, bah, va sur scénario numéro 4, je crois, du coup, parce que… Bon, ben, on est désolé, il y a apparemment un problème. C'est pour ça que je savais bien, je savais qu'on ne faisait pas le scénario 3, c'est pour ça que j'étais surpris. On fait le scénario 4, en fait, on va aller sur le scénario 4. D'accord, mais directement. pourquoi on a décidé de ne pas faire le 3? Il est trop compliqué? Je crois que c'était une question de timing. Hein. Je crois que c'était une question de timing. Si tu veux le faire, feel free. Hein. Si tu veux le faire, vraiment, Pierre, d'accord, on va le faire très rapidement parce qu'on voudrait que vous ayez un aspect complet. Donc là, il y a un autre scénario qui est plus compliqué parce qu'il y a différents nombres de médicaments par âge et donc par poids. Vous voyez ici, le jour 1, jusqu'à 15 kg, c'est 6 pilules. De 15 à 25, c'est 12, c'est 18, 24. Et ensuite, il y a différentes tailles de paquets. Et c'est un médicament contre le paludisme. Donc c'est plus compliqué. Enfin, on a voulu vous faire un exercice plus compliqué avec plus de paramètres. Et ensuite, il y a des incidences annuelles du paludisme. Il y a la base, c'est des enfants. Il y a différents types de populations, différentes strates de population. Il y a les enfants et il y a les adultes. Donc, dans cet exemple, il faut prendre le nombre de patients prospectifs et on a les adultes pour 150 000, des enfants pour 18 000, de 0 à 3 ans, les enfants de 3 à 8 ans pour 25 000 et les enfants de 8 à 12 ans pour 6 700. De là, on calcule le taux d'incidence. On a dit qu'incidence chez les adultes, c'est 11%. Donc, on fait 11% de 150 000. Ce pavé-là, c'est le taux d'incidence. Pour les enfants, c'est 7%. Et ensuite, avec des sous-sections sur les trois catégories d'enfants, de 0 à 3 ans, de 3 à 8 ans et de 8 à 12 ans. Ce qui fait une population totale de 20 000. Et on parle là de l'incidence. Maintenant, il y a des nouvelles naissances. On a dit ici qu'il y a un taux de croissance de 3,2%. Donc, il va falloir calculer le nombre de naissances. On est bien à une population de 200 000, ça a été écrit ici, sur lequel on multiplie par 7%, on parle de l'incidence, et, pardon, 200 000 avec un taux d'accroissement de 3,2%, sur lequel on applique l'incidence de 7%. Ça fait une totalité de population existante et nouvelle naissance de 20 460 personnes. On parle de l'incidence. Quand on a ça, on va prévoir la quantité de produits. Et donc, il faut la désagréger par type, par strate de la population. Il y a les adultes, il y a les enfants bas âge 0,3, ensuite il y a de 3 à 8 et de 8 à 12, avec différents types de paquets. Donc ici, on en est à 16 000 pour les adultes,
régime de traitement, c'est 24. Et donc, on multiplie, et ça, c'est les hypothèses, on multiplie 24 par la population. Et donc, on a un total de paquets requis de 552. Mais normalement, ça a dû être divisé par… Voilà, vous avez ici, à la ligne 17, 15, que vous avez 720 comprimés dans un paquet qui fait 24 paquets de 30. Donc, ça fait nombre total de paquets requis, 552. Et on a la même logique pour les autres strates de la population. Le traitement est différent, il est 6 comprimés au lieu d'être 24 pour les adultes. Donc, on multiplie 6 par 1708. Nous sommes à 10 000. Et ensuite, suivant le type de paquet, les paquets sont différents, comme vous l'avez vu ici. C'est des paquets de 180 comprimés. Donc, on a 57 paquets qui sont requis. Ensuite, la même chose pour les enfants de 3 à 8 ans et la même chose pour les enfants de 8 à 12 ans. Là, on a complexifié en vous montrant un exemple qui a différents traitements selon différents types de strates de la population et en plus différents paquets avec différents nombres de médicaments. C'est pour ça qu'on passe plus vite, parce qu'en fait, c'est une complexification d'un exemple qu'on a déjà utilisé, n'est-ce pas? Alors, revenons au scénario numéro 4. On parle de ciprofloxacine. Nous avons, donc ça, c'est le scénario numéro 1. Mais par contre, on voudrait vous faire utiliser non pas la consommation moyenne mensuelle, mais la fonction tendance. Donc là, on ne complexifie pas l'exemple, mais on vous demande d'utiliser une fonction, d'être plus sophistiqué dans l'utilisation des capacités d'Excel. Et Excel est un outil formidable. Et je vous en parle en tant qu'ancien banquier. J'ai passé 5 ans en banque. Je vivais nuit et jour avec Excel et j'ai pu faire de très belles prévisions. Donc, nous avons ici les données de consommation de comprimés, qui est la même chose que la dernière fois. Mais par contre, rappelez-vous que le scénario numéro 1, on voulait projeter, on voulait calculer 2019, ici en saumon. Nous avons le nombre de comprimés traduit en unités de mesure, c'est-à-dire en paquets, rien n'a changé. Mais ici, on utilise une fonction qui s'appelle fonction tendance, qui est ici, qui est une fonction très sophistiquée, pour lequel il y a une certaine manipulation, et je vous suggère de cliquer. OK, je ne peux pas aider sur la fonction. Une certaine manipulation qui est assez compliquée. Alors, pourquoi je ne peux pas je suis désolé, je voulais vous la montrer. Qui demande d'appuyer sur CTRL, ALT et Entrée pour faire glisser en fait cette fonction de tendance. Tu te rappelles de la fonction, Gilles, de comment le faire fonctionner? Tu es muet. À part faire apparaître la fonction tendance, tu ne peux pas aller là-haut pour modifier le truc, quoi? Double-cliquer, non, ça ne marche pas? Non, c'est ça, mais j'ai aide sur la fonction. Donc, en fait, les Y connus, c'est bien la colonne D, c'est-à-dire de D12 à D35, donc c'est-à-dire les 2 années 2017 et 2018. Les X connus, ce sont les périodes. Et ensuite, on fait projeter cette fonction tendance sur les années 2012, 2019.
Et donc, vous voyez, la fonction va saisir, va calculer et saisir automatiquement ces 12 fonctions, ces 12 mois. Et donc, on a ensuite la somme de ces 12 mois qui est 1122. On voudrait vous exprimer un peu cette fonction en vous montrant les différences sur un graphique. Vous avez la série 2 ici qui est en fait l'historique. Et ensuite, vous avez la fonction tendance qui fait une moyenne, mais une moyenne, comment on appelle ça, Gilles, qui avance, mobile, une moyenne mobile. Et ça vous permet de prolonger de décembre 2018 à décembre 2019. Vous voyez ici. Alors que la fonction consommation moyenne mensuelle, en fait, faisait une moyenne de la première année, une moyenne de la deuxième année et la prolonger d'une manière flat, d'une manière plate pour 2019. Celle-là est un peu plus fine parce qu'elle tient compte de l'évolution de janvier 2017 à décembre 2018 et la prolonge. Vous voyez ici, c'est très clair. Ce n'est pas plat, c'est légèrement en pente, légèrement. Et c'est très fin. Dans le sens où vous voyez que ça part, si on parle de janvier 2018, vous avez 89 paquets et ça augmente jusqu'à aller à 91 paquets. Et ensuite, la fonction tendance vous calcule de 92 à 94. Donc, il y a vraiment une différence de finesse entre le scénario numéro 4 qui utilise la fonction tendance et le scénario 1 qui utilise la moyenne mensuelle. Gilles, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je vois qu'il y a des gens qui disent que c'est compliqué, quoi. Donc, oui, mais j'aimerais bien, je ne sais pas comment tendance. Administrateur de votre organisation a d'activer le service requis pour utiliser cette fonctionnalité. J'aimerais bien vous montrer exactement ce que c'est qu'une fonction tendance. Mais elle n'est pas activée, ça prendrait trop de temps, je pense, alors qu'il nous reste 20 minutes. Ce que je vous propose, c'est vous essayez sur vos ordinateurs, vous ouvrez le fichier Excel et vous essayez de créer la fonction tendance en cliquant sur FX ici et en cliquant sur Aide sur cette fonction. Et Microsoft Excel est assez intelligent à vous proposer une méthodologie sur cette fonction et une aide qui vous permettre de l'utiliser et de tester ça vous-même. À toi, Gilles. OK, merci Pierre. Moi, je peux essayer. Attends, si tu arrêtes de partager ton écran, voilà, je vais juste repartager le mien, là, parce que moi, je me demande si je n'ai pas accès. Mais on est d'accord, et dans toutes les fonctions, avant que Gilles n'arrive à partager son écran, dans toutes les formations qu'on fait, en fait, les gens bloquent un peu parce que c'est une utilisation, comment dire, experte de Excel. Oula. Pardon, voilà. Donc, la fonction tendance. Clique sur FX en haut. Si vous regardez, voilà, si vous regardez ici la fonction tendance, hein, en fait, vous avez ici un peu résumé un peu les différents éléments. Donc, les Y connus, les champs, exactement ce que tu nous disais tout à l'heure, Pierre, hein, X connus, Y connus qui sont là, d'accord? Et ensuite, on projette là-dessus cette tendance. Donc, en fait, ici, là, sur cette case-là, peut-être qu'on peut essayer de le faire ici sur une… Ah non, ben voilà, on ne peut pas modifier une partie de la matrice. Bon, je suis désolé, hein, ce sont des… Alors, va sur une des cellules. Oui, voilà, insertion, si j'essaie d'insérer une fonction… Non, c'est formule. C'est formule. Pardon, voilà. C'est le menu formule.
Voilà. Ensuite, insérer Donc, une j'essaie fonction. d'insérer une fonction ici et que je prends la fonction Tendance. tendance. Voilà, tendance, exactement. Il Insérer me cette redonne, fonction. voilà, il me donne ici cette capacité donc d'insérer la fonction. X Et connu. là, donc Y les connu. Y connus, donc les Y connus, on va dire que les Y connus, c'est cela. Hein, voilà. Donc on prend cette distance pour les Y connus, on sélectionne la partie des Y connus. Ensuite, les X connus, C'est les périodes. c'est les périodes. Voilà. Donc on prend cette période-là, d'accord. Et ensuite, il va me dire les X Nouveau. C'est eh ben, 2019. c'est 2019, tu dis, toi? Voilà, c'est cette Oui. partie-là, voilà, exactement. Donc Voilà. voilà la partie des X nouveaux. Et ensuite, est-ce qu'il y a une logique? On ne met pas de logique. C'est-à-dire la logique, je crois que c'est 1, 2 ou 3, et donc on avance comme ça. Et là, tout de suite, vous voyez, sur cette zone-là, il y a des chiffres qui apparaissent. Alors, est-ce que c'est les bons? Non, ça n'a pas l'air d'être les bons. Si, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête, fais pas ce que tu as fait. Maintenant, D'accord, tu voilà, c'est prends les ce que bons. tu prends ce que tu as fait. On retrouve les mêmes Voilà. qui sont là. Tu déplaces ce pavé à côté de celui du bas, là, de ce qui est en saumon. Oui, bon, c'est le même, en fait. C'est le même qui est là. Est-ce que je peux le déplacer, moi? Pardon. Donc, voilà, vous avez vu, là, d'une manière un peu qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, Ben, c'est ça, non mais. exactement. Voilà. On retrouve exactement les mêmes chiffres, d'accord? Donc, en fait, vous allez dans insérer une fonction et puis vous remplacez les trucs. La constante, hein, si vous prenez l'élément logique, hein, il n'est pas, on ne l'a pas utilisé. En général, c'est un 1 ou un 0 hein, qu'on rajoute là-dessus. Le 1 ou le 0, c'est pour dire est-ce qu'on prend des valeurs approximatives ou des valeurs pas approximatives. Donc, en l'occurrence, on a dit qu'on n'a rien mis, hein, donc il a pris les valeurs justes, mais parfois, en fonction des valeurs, bon, encore une fois, vous voyez un peu en même temps que je vous explique la limite de ma compréhension. Alors, il y a Simplement, Mamie qui demande quand est-ce qu'on utilise cette fonction tendance en quantification. Alors, vous pouvez l'utiliser ou pas l'utiliser. Notre propos ici, c'est de dire que le scénario 1 vous donne quelque chose de relativement précis en utilisant la consommation moyenne mensuelle. Mais si vous avez un niveau d'expertise en Excel qui vous permet d'utiliser la fonction tendance, on vous suggère d'aller dans la fonction tendance parce qu'elle est plus fine et plus précise. Comme vous voyez sur le graphique ici, vous voyez la fonction consommation moyenne mensuelle, vous aurez mis 2019 en plat, alors que la fonction tendance intègre cette augmentation, faible augmentation de mois le mois. Et je transmets la parole à Gilles qui va nous parler des précisions de prévision et va vous expliquer combien la fonction tendance, ou tu veux que je le fasse? vas-y, fais-le si tu veux. Hein, Ok, mais alors il faut que tu me donnes le partage d'écran. Alors, vas-y, j'arrête de partager mon écran et tu reprends la dernière. Voilà, donc, voilà, pour intégrer la fonction, vas-y, Pierre, je t'ai redonné le partage d'écran. Voilà. Et donc, ce dernier exemple est un exemple qui va vous montrer, qui est très parlant. Vous avez le scénario 1 qui nous expliquait qu'il fallait acheter 1102. Vous avez le scénario numéro 4 qui vous disait 1122. Pour comparer le niveau de précision et le niveau de précision entre scénario 1, la CMM, l'utilisation de la CM, et le scénario numéro 2, la fonction tendance, on va la comparer au baseline. Le baseline étant la consommation réelle. Et donc, on va comparer ces deux scénarios, ces deux méthodes par rapport à la réelle et on va voir qui est le meilleur. C'est un exemple réel. Hein.
Donc, ce qu'on fait, et là, restez avec moi parce que c'est un peu compliqué, on utilise la valeur absolue de l'écart absolu moyen entre scénario numéro 1 et la consommation réelle. Et on fait la même chose avec la tendance. Ensuite, on complexifie un peu en mettant au carré, c'est-à-dire l'erreur quadratique. Et de ça, on prend la moyenne absolue. Donc, cherchez pas trop à comprendre. Mais globalement, la moyenne des écarts absolus entre la consommation réelle et le scénario numéro 1, elle est de 6,25. La moyenne des écarts. Alors qu'avec la tendance, la fonction tendance ici, c'est-à-dire qu'on compare ça et ça, elle est de 5,55. Je vous parle de la moyenne des écarts. Ça veut dire que plus l'écart entre le scénario, la quantification qu'on a fait et la consommation réelle est petit, plus on a une quantification qui est précise. Donc, qui est-ce qui gagne? C'est bien entendu la fonction tendance. Elle est plus précise parce qu'elle est de 5,55. Maintenant, si on compare 5,55 par rapport à 6,25 moins 1, on a une augmentation de la précision de 13%. Mais 13%, c'est pas mal. Quand j'étais à Vancouver et que j'essaie de quantifier les 5 millions de vaccins pour une population de 2 millions de personnes en Colombie-Britannique, si je pouvais augmenter ma précision de 13%, j'étais le roi du pétrole. Le roi du pétrole. Donc, pour vous dire, si votre pays a les capacités d'utiliser, et elle l'a, puisque vous nous l'avez dit, utilise la consommation moyenne mensuelle, c'est bien. Mais vous pouvez affiner votre précision en utilisant la fonction. Vous pouvez affiner votre précision et votre quantification en utilisant la fonction tendance et vous allez augmenter votre précision de 13%. Moi, je pense que c'est bon à utiliser. Mais il faut que vous soyez à l'aise avec la fonction tendance. À toi, Gilles. Merci Pierre. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Donc, vous avez compris, si vous avez besoin de pétrole, c'est à Pierre qu'il faut faire appel, puisque Pierre était le roi du pétrole. Il y en a en Colombie-Britannique, mais plutôt en Alberta, juste à côté, là, la province juste à côté. Donc, voilà. Il faut aller, Priyanka. Can we go back to the slides? Voilà, on reprend le partage des slides. On est arrivé, en fait, donc merci, non, ouais, juste voilà, merci Priyanka. Très bien. Donc, on arrive à la fin de cet exercice, hein, on a fait les différents scénarios. Qu'on vous propose là, c'est donc, on arrive à la fin, voilà, ça on l'a. On a le temps de discuter un peu pour prendre le… Il y a une question, il y a une session de questions-réponses, en effet, pour savoir un peu là s'il y a des éléments particuliers qu'on veut discuter suite à ces 3 scénarios. Juste un élément particulier à discuter, en effet, c'est qu'il y a une chose quand même sur ces données hein, qui sont pas toujours faciles, les actes d'intervention, les démographies, les données de surveillance, c'est que ce sont des éléments qui ne sont pas toujours faciles à collecter. D'accord? Donc voilà, comme on l'a vu dans l'exercice, en effet, hein, on a vu que parfois, quand on compare les données, et c'est là où, en effet, que parfois les éléments que vient de nous présenter Pierre sur la comparaison entre les différentes méthodes de calcul, voilà, c'est quelque chose qui peut être compliqué et que c'est important de faire pour améliorer en permanence hein, les types et l'analyse des données.
Est-ce qu'il y a des questions et des réponses particulières que vous voudriez porter? Voilà, on l'a vu avec en effet l'écart absolu moyen, l'erreur quadratique moyenne et la moyenne écart absolu en pourcentage, qui sont différentes manières de faire le calcul et qui peuvent amener à différents types de données, différents types de projections. Alors, je vois qu'il y a des questions, des Je m'en points occupe, sur… Gilles, tu peux continuer. Donc, on a fini le cours là. Normalement, c'est la fin du cours. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, réponses, des éléments particuliers que vous souhaitez qu'on discute, parce que c'est la dernière session de questions-réponses qui vient maintenant et qui peut être ouverte à toutes et à tous. Des questions, des commentaires, des points particuliers que vous souhaiteriez élaborer sur cette session? Alors, moi, j'aimerais bien, puisqu'il nous reste quelques instants, j'aimerais bien vous sensibiliser à l'idée que, et je vous parle de 6 ans en banque, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un exercice, un atelier une fois par an où vous faites la quantification de différents types de produits MEG ou produits programmes, PALU, VIH, avec différents experts venant. L'idée, c'est d'intégrer un système itératif d'amélioration. Pourquoi? Parce que d'une année à l'autre, vous pouvez enrichir et améliorer vos quantifications et vos hypothèses. Dans combien de pays on s'est aperçu qu'on a utilisé des hypothèses qui datent d'il y a 10 ans? Des hypothèses de perte, des hypothèses etc. Alors que le système de chaîne d'approvisionnement, alors que la chaîne d'approvisionnement a évolué, a réduit le nombre de pertes et de gaspillage, ou l'a augmenté, a réduit un niveau, et je crois que c'est à Madagascar, où il y a un niveau d'entreposage qui a été éliminé. Si c'est le cas, les choses évoluent. Donc, il faut faire évoluer la quantification. Idéalement, dans la procédure opérationnelle standard de quantification, il faut que chaque année, on améliore les hypothèses, la précision des hypothèses, on améliore la méthode, probablement en intégrant pour votre atelier prochain l'utilisation de la fonction tendance. Il faut évoluer, il faut s'améliorer, il y a toujours à gagner. Dans la quantification, on peut toujours récupérer plus d'informations, les affiner, ajuster le sigle pour obtenir plus d'informations, analyser mieux les données. C'est un exercice constant. Moi, je l'ai fait en milieu bancaire et je suis arrivé à la conclusion qu'on peut tout voir avec les données. Il y a plein de données. Quelquefois, elles sont adéquates, c'est assez rare. Quelquefois, on était obligé d'utiliser des données de proximité, des proxys, mais ça nous permet d'arriver à une conclusion. Il faut l'utiliser. Et le mot de la fin, qui est d'une boutade, en MBA, j'ai été enseigné par un professeur qui était un docteur en statistique du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est un des meilleurs MBA, une meilleure école du monde, très, très pointue. Et lui avait été enseigné par un prix Nobel de mathématiques en statistique. Et ce prix Nobel en statistique disait, c'est une boutade, ne le prenez pas littéralement, je ne suis pas là pour me moquer, mais il disait, donnez-moi les bonnes données et je vous prouverai que Dieu existe. L'idée par là, c'est qu'avec les données sont des choses de très, très puissantes. Exploitez-les au maximum. Et pour les exploiter au maximum, augmentez votre expertise en Excel. Excel, c'est un outil magnifique. Utilisez des tableaux croisés dynamiques. Vous avez quelque chose à gagner. Et les patients aussi, parce que vous allez pouvoir modéliser mieux et vous allez réduire la rupture de stock. À toi, Gilles.
Merci. Donc, il y a des enjeux autour du 13% là. Donc, en effet, 13%, enfin, le CMM et la tendance sont deux points différents. Donc, en effet, il ne faut pas chercher à additionner, je crois, le 6,5 et le 6%. Enfin voilà, bon, les fonctions sont là. La fonction de tendance, on a vu comment ça pouvait marcher, ça FIDI, il faut faire le mieux. Moi, je vous conseille de pratiquer au maximum. Bon, ce cours-là, ce n'est pas un cours sur Excel, donc je vous conseille aussi d'utiliser peut-être des tutos ou des cours spécifiques sur Excel parce que ça vraiment, il y a beaucoup à y gagner. Là, on a fait les fonctions. Il y a un autre élément d'Excel qui est très important, c'est les tableaux croisés dynamiques. Je vous engage à vraiment travailler avec ça. Pierre mentionnait son expérience dans la finance. Moi, je peux vous mentionner mon expérience aussi dans la logistique, la supply chain ou pour la gestion des stocks. Les tableaux croisés dynamiques Excel sont extrêmement utiles, notamment quand on travaille sur tout ce qui est, ça rejoint un peu la finance, tout ce qui est valorisation, dépréciation des stocks, tous ces éléments-là, connaître le turnover, la rotation des stocks, tous ces éléments, ce sont des éléments très importants et Excel est très puissant pour faire tous ces calculs-là. Donc vraiment, ça peut être très, très utile. Il y a peu d'outils de gestion de stock, d'approvisionnement qui soient aussi puissants qu'Excel et aussi faciles à utiliser une fois qu'on le maîtrise. Donc vraiment, je vous engage à bien l'utiliser. Voilà. C'est vrai que toutes ces histoires de données, moi je reprendrai aussi une autre phrase qu'on dit souvent, c'est que si vous me donnez des données, si on torture des données suffisamment, on pourra leur faire dire ce qu'on veut. Et donc c'est vrai qu'en effet, les données, ça a cette puissance de pouvoir à la fois donner beaucoup d'informations, mais aussi on peut leur faire dire un peu ce qu'on a envie de leur faire dire. Donc il faut être très clair sur la stratégie, sur comment on utilise et ce qu'on veut faire avec toutes ces données. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas s'il y a un sondage. J'ai l'impression que les sondages ne fonctionnent pas cette semaine, encore une fois. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir faire un sondage. Mais voilà, bon, si jamais vous avez trouvé cette session utile, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat. Ensuite, encore une fois, vraiment, sur ce sujet-là, voilà, travailler les fonctions Excel, travailler l'utilisation d'Excel. Vous aurez toujours besoin, ce sera toujours un énorme avantage que d'avoir une grande maîtrise de l'utilisation de données, de la gestion de bases de données, que ce soit Excel. Après, il y a d'autres outils qui peuvent fonctionner, mais Excel, c'est vraiment le plus simple et le plus accessible pour toutes et pour tous. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre participation à cette session. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. En attendant, faites bien les cours sur la Hive. Ceux qui sont en retard, n'hésitez pas à vous reprendre. C'est très important de garder le rythme. Comme on dit, la régularité vient à bout de tout. C'est la régularité qui est le plus important. Donc, il ne s'agit pas de se dire on va faire 3 heures aujourd'hui ou 4 heures aujourd'hui pour rattraper tous les cours. Non, c'est vraiment de pouvoir faire une demi-heure chaque jour. C'est ça qui va vraiment vous permettre d'arriver à bout de toute cette session. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite un très, très bon vendredi, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.